Merci, Monsieur le Président. Euh, Plein écran? Oui. Très bien. Donc, je remercie. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de remercier mes amis de la PAL pour leur invitation. Ils m'ont demandé de vous parler un petit peu d'échographie thoracique. Il se trouve que je suis hospitalo-universitaire, service de pneumologie de Batna. Je suis également membre du GECO, c'est-à-dire le groupe échographique de l'ASPLF. Et avec quelques collègues pneumologues, je fais partie également du groupe d'échographie thoracique algérien. On va essayer de voir quelques petites notions justement pour le pneumologue. Donc, en guise d'introduction, comme vous le savez, l'échographie pulmonaire, surtout son aspect d'exploration pleurale, a été décrit depuis la moitié du XXe siècle, donc vers 1967, avec cette publication de Joyner. Mais l'échographie a pris son essor depuis les années 90-2000, notamment par les travaux de Daniel Lichtenstein et M. Targhetta, le premier étant un intensiviste et le second un pneumologue. Et donc pour M. Lichtenstein, c'est vraiment lui qui a mis en exergue ou qui a mis les premiers jalons concernant la sémiologie échographique. Un pas a été franchi avec la publication des recommandations internationales en 2012, notamment sous l'impulsion de Volpicelli et Lichtenstein. Donc l'échographie, notamment pleurale, ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'instar de la radiographie thoracique, l'échographie thoracique englobe plusieurs compartiments. Elle étudie la paroi, la plèvre, le poumon, le médiastin, éventuellement le cœur, quoique ça reste une particularité pour le cardiologue dans le cadre général de l'échographie clinique. Donc c'est pas choquant pour un cardiologue de faire de l'échocardio ou bien pour un obstétricien, un gynécologue de pratiquer de l'échographie clinique, tout simplement de l'échographie gynécologique. L'échographie thoracique, l'échographie en matière générale, elle a beaucoup d'intérêt. C'est une technique non irradiante. On peut l'utiliser chez la femme enceinte. Elle est économique vis-à-vis de notre gold standard pour les examens complémentaires. Le gold standard reste le scanner. Elle est facile de réalisation. C'est un diagnostic rapide, que ce soit en hôpital, que ce soit au cabinet. C'est aussi un outil de surveillance et de monitorage. C'est une technique qui est mobilisable au lit du patient, au chevet du patient. Ça permet de rechercher des signes dynamiques en temps réel. Elle est statique, elle est dynamique. Enfin, on peut l'utiliser à titre interventionnel, notamment lorsqu'on veut faire des ponctions échoguidées ou des biopsies transthoraciques par le pneumologue. Donc, mon petit plan, il va se scinder principalement en trois parties. D'abord, une petite introduction. On va voir l'aspect de thorax normal. Je ne sais pas si le pointeur, il marche. Hein? Ah, pardon. Mais avec quel bouton? Le premier? Ok, ça marche. Donc, je disais qu'on va essayer de voir quelques notions de thorax normal, et puis on va passer au thorax anormal, notamment quelques indications, surtout pleurales. On va voir les condensations, syndrome interstitiel, et puis j'enchaîne. Vous savez que l'échographie, thoracique surtout, elle a pris un certain retard parce qu'on a considéré que l'ennemi des ultrasons était l'air. Hein, et on peut lire dans la référence des internistes qui est le Harrison, qui a été publié dans sa 18e édition en 2011, étant donné que l'énergie ultrasonore elle se dissipe rapidement dans l'air, l'imagerie par ultrason du parenchyme pulmonaire n'a pas d'intérêt. Hein. Et la suite des travaux de Lichtenstein
à prouver le contraire. Et je vais essayer de vous convaincre, je l'espère. Donc, qu'est-ce que c'est les ultrasons? Les ultrasons, il faut savoir que c'est des vibrations mécaniques qui provoquent des variations de pression dans les milieux traversés. Ces ondes se propagent de proche en proche par une succession de raréfaction et de compression transmises grâce à l'élasticité des forces entre particules des milieux qui sont traversés par ces ultrasons. Donc, comme vous le savez peut-être, que le son audible a une fréquence qui oscille entre 20 Hz et 20 kHz, alors que les ultrasons, qui sont censés être inaudibles, ont une fréquence qui varie entre 20 kHz et 20 MHz, qui les rend inaudibles pour l'ouïe humain. Notre principal outil de travail, ça va être la sonde d'ultrasons. Et son principe, c'est cet effet piézoélectrique. D'ailleurs, la sonde, c'est vraiment la partie de l'échographe qui est la plus chère. Surtout cette céramique piézoélectrique, dont le rôle est de convertir l'électricité en ultrasons et vice-versa. C'est-à-dire que ça va être un émetteur et en même temps un récepteur. Ce que vous voyez sur un écran, ça dépend vraiment du tissu qui est traversé par les ultrasons, donc essentiellement par la densité et l'élasticité. Comme vous voyez, l'air n'est pas un très bon transmetteur d'ultrasons. Par contre, le muscle, les tissus mous sont un bon transmetteur. Et je voudrais que vous gardiez en tête que la graisse fait passer moins les ultrasons par rapport, par exemple, aux muscles. Donc, on va voir comment on va balayer le thorax. On va enchaîner avec le matériel. Quand vous savez que le matériel d'échographie devient de plus en plus miniature. Maintenant, il existe des échographes portables, voire ultra portables, qui marchent même avec le Bluetooth. C'est des sondes qui sont reliées via Bluetooth à des écrans. Donc, pour faire de l'échographie thoracique, on aura essentiellement besoin de deux types de sondes. D'abord, ce qu'on appelle la sonde convexe ou la sonde abdominale, qui émet des échos divergents, qui a la particularité d'émettre des échos qui vont profondément au niveau de la paroi thoracique, mais qui a le désavantage, je dirais, de ne pas donner une bonne image, une bonne résolution échographique. Elle a un intérêt surtout pour l'exploration de l'abdomen et des pleurésies. D'autre part, on a la sonde linéaire, qui est une sonde à haute fréquence. Celle-ci va donner plutôt des échos parallèles, mais contrairement à la sonde convexe, elle vous donne une résolution qui est beaucoup plus précise. Et parmi ses désavantages aussi, c'est qu'on peut aller peu en profondeur avec la sonde linéaire. Donc, pour explorer le thorax, ou pour balayer, si vous voulez, échographiquement parlant, le thorax, c'est un principe simple. Vous pouvez mettre votre sonde là où vous devez mettre votre stéthoscope. Donc, on peut faire une coupe longitudinale, voire une coupe transversale. Et donc, en fin de compte, l'échographie, qu'est-ce que ça va nous permettre de voir? Ça va tout simplement nous permettre de faire une coupe au niveau de l'espace intercostal, au niveau de notre thorax. D'ailleurs, pour étudier les différentes écostructures au niveau du thorax, on en a principalement trois. D'abord l'os, qui va apparaître sous forme hyper-échogène et donner un cône d'ombre pur qui va se traduire par du noir. L'eau, qui transmet très bien les ultrasons, va donner une image anéchogène avec un renforcement postérieur. Et enfin l'air qui va se traduire par une image hyper-échogène et qui va donner un cône d'ombre d'impur. Pourquoi l'air? Il va donner cette image parce que tout simplement il va réfléchir complètement les ultrasons. Donc les ultrasons passent très mal dans tout ce qui est air, dans tout ce qui est poumon. Et les tissus vont enfin donner une image hétérogène. Donc voilà une coupe au niveau d'un espace intercostal. Sous la sonde, on peut voir le tissu sous-cutané ainsi que les muscles et ses fascias. C'est ces lignes hyper-échogènes parallèles. Puis on peut voir les côtes, la côte
supérieure et la côte inférieure, hein, avec ces cônes d'ambre purs. Entre les deux, on a les muscles intercostaux. En dessous, on a un élément très important à partir de laquelle part toute la sémiologie de l'échographie thoracique, c'est la ligne aérique pleuropulmonaire qui est censée être dynamique, hein, d'où le terme glissement pleural. En dessous de cette ligne aérique pleuropulmonaire, on a l'artefact de la ligne pulmonaire, plutôt l'artefact du poumon. Si vous voulez, pour faire simple, le poumon ne fait pas passer les ultrasons, hein. On a une image artefactuelle et c'est à la base de la sémiologie de l'échographie thoracique. Le premier signe qui a été décrit étant le signe de la chauve-souris, hein, c'est un terme un petit peu poétique qu'a donné Lichtenstein à cette image. La chauve-souris, c'est tout simplement la tête et le corps de la chauve-souris, c'est la ligne pleurale, hein, c'est la ligne pleurale, et les ailes de la chauve-souris, c'est les côtes. Donc la technique pour balayer votre thorax, généralement le patient, quand vous voulez chercher par exemple une pleurésie, il est en position assise, en position de ponction. Ce que je ne vous cache pas, moi mon échographe, il est dans la salle de ponction. Il faut qu'il soit à côté. Donc on peut balayer le thorax de haut en bas jusqu'à un certain niveau où on peut se mettre en intercostal, en coupe transversale pour rechercher un élément très important, c'est le diaphragme. Un autre signe très important qu'on va rechercher en mode B, le mode B c'est le mode bidimensionnel, c'est le glissement pleural. C'est ce discret scintillement, hein, qui rend compte du glissement des deux feuillets de la plèvre, hein, et qui est synchrone des mouvements respiratoires. Sa présence permet rapidement d'éliminer un pneumothorax avec une certitude de 100%. Donc il est très sensible, hein, pour éliminer la présence d'un pneumothorax. D'autre part, lorsque ce glissement pleural est absent, hein, comme sur cette boucle vidéo de droite, hein, là, il faut suspecter un pneumothorax. Mais c'est vrai que cette image, on peut la voir également en cas par exemple d'apnée, hein, quand on demande aux patients de faire une apnée, ou là, quand on fait une intubation sélective. Donc, ce signe, quand il est présent, il manque de spécificité. Très bien, maintenant, revenons aux poumons. Je vous ai dit que l'étude du poumon est basée sur l'étude des artefacts. On a deux types d'artefacts. D'abord, les lignes A. Les lignes A, c'est des lignes qui sont parallèles à la ligne pleurale, hein, qui sont à équidistance. C'est des artefacts horizontaux, ils se répètent à intervalles réguliers et ça permet de diagnostiquer un parenchyme qui est normal, voire un pneumothorax, en l'absence d'une abolition de glissement pleural. L'autre type d'artefacts, on a les lignes B qui, cette fois-ci, sont des artefacts verticaux, ce qu'on appelle les queues de comète. Elles sont hyper échogènes, elles sont synchrones du mouvement du glissement pleural et elles vont jusqu'au fond de l'écran. Et ces lignes B permettent de faire le diagnostic d'un syndrome interstitiel sonographique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez échographier votre poumon, il ne faut pas s'attendre à voir ce qu'on appelle une échographie d'organes. Vous n'allez pas voir, par exemple, comme vous faites une échographie abdominale, le foie ou le rein. Cette échographie thoracique, du fait que les échos ne passent pas l'air, va être basée sur l'étude d'artefacts. C'est ça l'ingénieuse découverte de M. Lichtenstein qui a décrit cette sémiologie. Un autre signe qui, à mon sens, qui est important, c'est lorsqu'on a un autre... vous savez que sur un échographe, on peut également étudier le mode de temps-mouvement, hein, et tout simplement, on peut par là éliminer également un pneumothorax. Lorsque vous voyez cette image, hein, c'est toujours une image qui a été décrite par Lichtenstein, c'est le ciel, la mer et le sable, c'est le signe du rivage. Ce signe, en mode temps-mouvement, sa présence permet d'éliminer la présence d'un pneumothorax.
Donc, on va passer rapidement les aspects scanographiques de thorax normal. Je vous ai dit que votre sonde, vous pouvez la mettre soit en haut et là toujours rechercher le signe de la chauve-souris ou le bat sign, comme le décrivent les anglo-saxons. Hein. Il faut rechercher le glissement pleural, c'est un signe important. Vous pouvez le chercher dans la zone médiane. Et enfin, on peut descendre comme ça et rechercher un signe qui est très important, ce qu'on appelle le signe de la zone de transition, la zone de jonction. Voyez Vous voyez cette image de poumon qui va... là, vous voyez le poumon et là, vous voyez le foie. Hein. C'est très important de déterminer le niveau du diaphragme si vous voulez éventuellement ponctionner votre plèvre. C'est le curtain sign, ou ce qu'on appelle le signe du rideau, hein, qui permet de voir la zone de transition, c'est-à-dire où se retrouve le foie, les organes sous-phréniques, le foie à droite, la rate à gauche et le poumon. Ça, c'est à peu près la même chose. J'espère qu'il me reste un petit peu de temps. De reconnaître les organes sous-diaphragmatiques, ça a une importance fondamentale, notamment en matière, lorsque vous voulez faire, par exemple, une ponction. Hein. Combien de fois on a ponctionné une pneumopathie à tort ou on a ponctionné un foie lorsqu'on fait une ponction à l'aveugle. C'est ça l'intérêt de connaître ou de voir ces organes. Si vous avez un doute, vous pouvez allumer votre Doppler, ça va vous montrer la vascularisation, hein, et là, il n'y a plus de doute. Maintenant, on va passer brièvement quelques notions de thorax anormal. On va parler des indications qui sont de l'evidence-based medicine concernant l'échographie thoracique. Notamment, c'est pour les Anglais, le guidage des ponctions ou des biopsies doit être précédé actuellement par une échographie. C'est des recommandations qui datent de 2010. L'indication aussi, le versant des pathologies pleurales, c'est le pneumothorax. Ça permet de diagnostiquer et suivre les pneumothorax, rechercher un pneumothorax, et ça c'est une notion importante. Après une ponction, on n'est pas obligé d'envoyer le patient à la radiographie pour voir si le poumon a décollé après une ponction ou pas. On peut le vérifier sur place, juste après la ponction. Ça nous fait gagner du temps. La pathologie pulmonaire, notamment tout ce qui est condensation pulmonaire, tout ce qui est tumeur, on va le voir, peuvent être dépistés ou être vus, hein, parce qu'il s'agit de voir avec un échographe. Ce n'est pas des gestes, ce n'est pas des images à l'aveugle. Explorer le diaphragme, la pathologie pariétale, on peut continuer comme ça longtemps, on peut faire de l'échographie cervicale, le cœur, un globe urinaire éventuellement. Quels sont les avantages de cette échographie pleuro-pulmonaire? C'est toujours basé sur des scientifiques. Il y a une sensibilité élevée pour la détection de liquide pleural. Ça permet de repérer votre épanchement, de faire des procédures en temps réel. Néanmoins, je ne vous dis pas que l'échographie, c'est la panacée, parce que ça a également des inconvénients et des limites. Notamment, la formation ici, elle est requise. L'échographie pleuropulmonaire, elle est opérateur dépendant. Éventuellement, on aura besoin d'un soutien, d'un praticien qui est expérimenté dans l'échographie, voire un radiologue. Et également les limites. Et j'enchaîne avec les limites. Je vous ai dit tout à l'heure que la graisse ne fait pas très bien passer les ultrasons. Et avec les personnes obèses, on risque d'avoir une qualité d'image qui est diminuée. Également le patient très maigre. Parfois, la sonde ne s'adapte pas très bien à l'espace intercostal. Les anomalies pariétales, comme l'emphysème ou les calcifications pleurales, peuvent interrompre le passage des ultrasons. Devant un drain avec le pansement, quand il est important, on ne peut pas voir au-delà du pansement. Et les lésions pulmonaires centrales, c'est-à-dire où il y a de l'air qui s'interpose entre la lésion et la sonde, on ne peut pas voir ce genre de lésion. Les preuves scientifiques, je ne vais pas m'attarder, quoi qu'elles sont importantes. Hein, on peut citer tout simplement que la sensibilité de l'écho, elle est largement supérieure à la radiographie thoracique. Ça permet une meilleure rentabilité, notamment pour les ponctions
et un faible taux surtout de complications, un faible taux de pneumothorax, un faible taux de saignement, ça a été prouvé. Hein. C'est de l'évidence-based médecine. Les recommandations, je vous ai dit, de la BTS 2010, actuellement, il est très fortement recommandé de faire une échographie avant de ponctionner la plèvre. Qu'est-ce qu'on voit sur une échographie pleurale? Donc, vous voyez cette image. Là, le liquide permet de faire passer les ultrasons. Là, vous avez en superficie la sonde. Vous pouvez voir donc, le diaphragme, le liquide qui est hypoéchogène et le poumon qui est rétracté ici. Donc un liquide anéchogène, ça permet de confirmer la présence de liquide. Des fois, on a un liquide qui est échogène et ça a été prouvé que ça évoque plutôt un exsudat. Le cloisonnement, c'est un élément important que même le scanner ne permet pas de voir. Hein. Le cloisonnement d'une pleurésie purulente, c'est plutôt l'affaire de l'échographie. Là, ce qu'on voit sur cette boucle d'échographie, vous voyez ici le diaphragme, hein, de l'épanchement pleural et le poumon qui est le siège d'une atelectasie qui est en train de flotter à l'intérieur du liquide. Également, on peut voir avec l'échographie un épaississement pleural qu'on peut éventuellement, ici vous avez un épaississement de la plèvre pariétale, ici de la plèvre diaphragmatique, on peut éventuellement biopsier, hein, on peut facilement le faire. Le pneumothorax, je ne vais pas revenir dessus, c'est le signe de glissement, c'est cette image dynamique de scintillement et de plèvre qui est ou de feuillets de plèvre qui qui frottent les unes aux autres du fait des mouvements respiratoires. Là, au contraire, on a une abolition du glissement pleural. Je vais enchaîner avec la condensation. Combien de fois on a des radiographies thoraciques, on ne sait pas, est-ce que c'est une condensation, est-ce que c'est une pleurésie, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une ascension d'une coupole diaphragmatique? L'échographie permet de vous répondre dans les 5 secondes. Là, vous voyez une image de condensation avec ces images scintillantes à l'intérieur du poumon, c'est du bronchogramme aérien, avec un petit épanchement pleural. Pardon, je reviens en arrière. L'échographie également, elle vous permet de voir des images qui font un petit peu peur, et c'est des tumeurs qui sont périphériques. Hein. Il faut vraiment avoir un contact pleural avec la paroi, hein, pour pouvoir voir ces tumeurs qui sont plutôt périphériques. Là, on voit que la tumeur, elle est adhérente. Il n'y a pas vraiment beaucoup de glissement. Par contre, avec celle-ci, on voit que c'est une tumeur qui n'est pas adhérente. Donc, elle va glisser avec le mouvement du glissement pleural. Donc, à votre avis, quel type, sur ces scanners, on a différentes masses et des nodules? Le nodule qu'on peut voir, et c'est une condition sine qua non avec l'échographie, c'est les nodules ou les masses qui ont un contact avec la paroi. Et ça, c'est une limite de l'échographie thoracique. On ne peut pas voir des tumeurs qui sont centrales. À partir du moment où il y a de l'air ou du poumon qui s'interpose entre la masse et la sonde, on ne peut pas voir ce genre de masse. Et donc, on ne peut pas les biopsier. Je vais terminer avec le syndrome interstitiel sonographique. Par définition, un syndrome interstitiel, c'est, d'après la définition de Volpicelli, plus de 3 lignes dans un espace intercostal. Hein. Vous vous rappelez des lignes B qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ça permet d'évoquer de multiples étiologies, notamment un édème pulmonaire, un SDRA, hein, une pneumopathie interstitielle et une fibrose. Ça, on va passer. Ce que j'ai envie que vous gardiez en tête, c'est surtout qu'on va parler d'un syndrome interstitiel à partir vraiment
quand on a plus de 3 lignes B. Parce qu'on peut tolérer une ligne B dans un espace intersocial, pardon, un espace intercostal, 2 lignes B, mais au-delà de 3 lignes B, ça devient pathologique. OK? Et si vous voulez, l'état si vous voulez, de SDRA, on peut voir ce genre d'image qu'il y a vraiment une coalescence de lignes B. Pour vous dire qu'on a utilisé l'échographie, notamment dans la Covid-19, ça a permis, vous savez, à un certain moment, au début, on n'avait pas de PCR, on demandait des scanners. Mais de par le monde, on a utilisé notamment, par exemple, dans le centre de l'épidémie à Wuhan, on a échographié des patients pour si vous voulez, dépister le Covid à ce niveau. Il y a de nombreuses études qui ont prouvé une corrélation des lésions retrouvées à l'écho avec celles retrouvées au scanner. J'ai même trouvé une petite étude qui a été publiée dans la database Cochrane et qui a trouvé une très bonne sensibilité de l'échographie thoracique, notamment vis-à-vis du scanner thoracique. Et vous voyez, c'est une revue systématique qui a sollicité 94 études, dont 15 études concernant l'échographie thoracique. Enfin, je ne sais pas si j'ai le temps, c'est un cas clinique qu'on a reçu au service. C'est un homme de 30 ans, il est maçon de profession. Bon, il est venu pour un maître symptôme, c'est une douleur thoracique gauche avec une toux sèche. Il est venu avec cette radiographie et je ne sais pas, mais si peut-être je vous fais un petit zoom, il s'agit parce qu'on a un niveau hydroaérique, il s'agit d'un hydropneumothorax. Bon, on a posé la question, est-ce que vous avez fait une chute? Il a répondu non, je ne sais pas par quel mécanisme, mais je voulais vous montrer une petite image. Vous voyez, vous êtes un petit peu familiarisé, je l'espère, un petit peu avec l'épanchement pleural, anéchogène, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces bulles d'air, il s'agit d'un syndrome microbulaire, et c'est un signe qui est fugace, qu'on retrouve, qui est décrit dans les hydropneumothorax. C'est des bulles qui sont en train de flotter à l'intérieur du liquide. Là, vous reconnaissez le diaphragme avec le poumon qui est doué, qui flotte à l'intérieur du liquide. Ce qu'on appelle les anglo-saxons le micro-bubble sign. Donc, pour conclure, je ne vous dis pas qu'il faut changer de paradigme. L'échographie thoracique, elle a un cadre bien précis. L'échographie thoracique, comme dans cet éditorial de Solomon qui est apparu dans le New England Journal of Medicine, il parle de stéthoscope du 21e siècle. Mais il ne s'agit pas pour nous de omettre l'auscultation pulmonaire ou de remettre en cause la radiographie thoracique qui reste un fondamental pour nous, pneumologues. L'échographie thoracique que je vous ai présentée, c'est considéré actuellement comme un prolongement de l'examen clinique. C'est considéré comme le 5e temps de l'examen clinique. C'est dans ce sens qu'il faut utiliser, à mon sens, l'échographie thoracique dans les mains du pneumologue. Dans la mesure où c'est un prolongement de l'examen clinique et qui augmente la rentabilité et la sécurité des gestes pleuropulmonaires dans la vision, dans l'optique de l'échographie interventionnelle. Je vais finir par cette photo d'étudiants de la prestigieuse école Harvard Medical School qui sont en train d'étudier la sémiologie clinique grâce à des échographes ultra portables. Maintenant, on enseigne la sémiologie clinique avec des échographes ultra portables. Merci beaucoup pour votre attention.